Dans cette vidéo, vous saurez pourquoi la crise de 2008 risque de se répéter en 2024, mais beaucoup plus pire. Le crash boursier de septembre 2008 a provoqué les plus importantes faillites de toute l'histoire et a mis au chômage plus de 30 millions de personnes. Encore aujourd'hui, selon le BLS, Bureau of Labor Statistics, les États-Unis traînent toujours presque 100 millions de personnes qui sont encore au chômage. Ce qui n'arrange rien suite à la crise financière de 2008, les États-Unis ont gonflé leur dette, la faisant passer au début de 2008 de 9 000 milliards à plus de 34 milliards en 2024. Son ratio dette-PIB est passé de 2008 à 64% à plus de 121% au quatrième trimestre de 2023. Le déficit des États-Unis en 2020 lors de la COVID a été de 14%. Et en 2023, il a été plus de 6%. Et en 2024, il sera de 7,4%. Les chiffres nous disent que la situation budgétaire au Canada est assez enviable dans l'ensemble. Même si ce gouvernement n'est jamais arrivé à des surplus budgétaires, n'a jamais finalement respecté ses propres cibles budgétaires, le gouvernement du Canada, le Canada, demeure l'un des pays dans le monde à la situation budgétaire les plus favorables, avec un déficit. Quand on fait la comparaison par rapport aux pays du G7, le déficit de l'ensemble des administrations publiques pour 2024 représente 0,6 du PIB et le déficit prévu d'à peu près 40 milliards là, du côté fédéral représente 1,4 du produit intérieur brut. Donc ce déficit-là est plus faible que les autres pays du G7 comme l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, l'Italie, la France et les États-Unis où le déficit est beaucoup plus profond. La dette également du Canada par rapport au PIB, et ici c'est la dette nette de l'ensemble des administrations publiques au Canada, donc les provinces et le gouvernement du Canada, c'est moins de 15 %. C'est beaucoup plus élevé dans d'autres pays. Il faut dire que le Canada a beaucoup d'institutions qui représentent des actifs, comme le régime de pension ou la régie des rentes notamment. Ça lui donne une dette nette qui est très favorable. Mais je mentionne que la dette est quand même en hausse de façon importante depuis la pandémie de COVID-19 en particulier, que le Canada a un gros problème de productivité. Si on veut générer des revenus supplémentaires, il faut investir dans la productivité des entreprises et qu'on crée beaucoup de programmes. Et elle est là l'inquiétude des économistes et sur la cote de crédit du Canada. La création, la multiplication de programmes coûteux, il faut les entretenir dans l'avenir. C'est des dépenses supplémentaires à long terme. Ces programmes-là restent. Hein? Exact. La dette des États-Unis lors de la COVID en 2020 s'est creusée de 3 000 milliards et en 2023 de 1,7 milliard. Mais il n'y a pas que les États-Unis qui sont endettés. La Chine, afin de traverser la crise financière de 2008, a construit en surcapacité et se retrouve maintenant avec des villes fantômes. La bulle immobilière en Chine risque d'éclater à tout moment. Mais les Chinois ont de plus graves problèmes. Au niveau de leur démographie, leur population est de 1,4 milliard aujourd'hui. Mais en 2050, elle devrait décroître à 1,17 milliard et en 2100, elle ne devrait qu'être de 587 millions, dû à leur politique de l'enfant unique. Seulement 300 millions ont un niveau de vie comparable aux Occidentaux. Le reste de sa population est en situation de pauvreté et incapable de pouvoir soutenir sa croissance intérieure. Donc, elle doit exporter 80% de son PIB. Cependant, ses deux clients les plus importants sont l'Europe et les États-Unis. Mais qu'arrivera-t-il à la Chine si les États-Unis et l'Europe croulent sous des dettes importantes? Un de mes amis a trouvé une façon intéressante pour calculer le taux d'occupation des immeubles à bureaux à Shanghai. Il y a quelques mois, il y a eu une éclipse solaire totale à 10 heures du matin. C'est une heure où les gens sont censés être au travail. Les lumières auraient donc dû être allumées partout dans la ville. Il s'est promené en voiture et il en a déduit qu'il y avait un nombre incroyable de bureaux vides.
Depuis, une étude plus scientifique a mesuré la consommation d'électricité dans les nouvelles tours de bureaux et d'appartements. L'étude a confirmé un nombre important de bureaux vides et elle estime en plus qu'il y a 65 millions de logements vacants en Chine. Autant d'indices qu'il y a une dangereuse bulle immobilière. Au cours des prochaines années, on prévoit que la Chine et l'Inde seront parmi les plus grandes puissances économiques mondiales, ce qui ne fait qu'accroître la crainte que ces pays soient à l'origine d'une nouvelle crise. Les deux plus grandes banques au monde, ce sont des banques chinoises. Alors pensez-y, s'il y a une bulle en Chine, une bulle en Inde, comme nous venons de voir aux États-Unis, mais ça va avoir un effet énorme sur l'Europe, sur les États-Unis. Ça pourrait avoir un effet catastrophique si on ne met pas en place les institutions aujourd'hui pour réglementer, parce que c'est une industrie mondiale, c'est plus national, ça prend une réglementation mondiale. À l'échelle mondiale, aujourd'hui, on a un marché sans état de droit et sans État. Donc tout naturellement, on est condamné à l'échelle mondiale à avoir une situation de crise. Sauf si on a la mise en place d'un état de droit mondial. On ne peut pas avoir de marché mondial sans règles de droit mondial. Laisse-moi vous dire, la crise d'aujourd'hui, en comparaison à ce que ça pourrait être dans l'avenir, la crise d'aujourd'hui, c'est un pique-nique. Concrètement, quand on parle d'apocalypse, qu'est-ce que ça peut signifier? Parce que moi, j'ai une idée assez claire, mais je suis un profane. Je pense qu'on pourrait vivre une espèce de long hiver où, soudainement, il y a plein de choses qu'on tient pour acquis qui ne sont pas au rendez-vous. Parce que l'économie, c'est un peu... c'est ce qui fait fonctionner la vie de tout le monde. Hein? Ouais. Alors, si vous avez, vous, à dépeindre à quelqu'un qui n'est pas investi à la bourse, mais qui est un citoyen, c'est quoi l'apocalypse? Ça serait quoi? Alors, je vais te donner juste des statistiques et des faits, et pour répondre à ta question. Il y a un délai d'environ 2 ans entre un changement des taux d'intérêt et son impact sur l'économie. Et donc, historiquement, quand tu veux savoir où est le creux de la récession, bien, tu trouves le point haut des taux d'intérêt et tu rajoutes 2 ans. Puis on n'est pas probablement au sommet des taux d'intérêt. Moi, je ne pense pas qu'on y est encore, non. Mais même si on spécule qu'en novembre, quand les taux obligataires ont augmenté énormément, que c'était le sommet, mais ça nous dit que la récession elle va se terminer vers la fin de 2024, quelque chose comme ça. Donc, et si les taux montrent à un nouveau sommet, ben, on faut rajouter à ce moment-là la longueur de la récession. Oui, c'est 2 ans. Et ça, c'est économétrie 101. OK? C'est pas compliqué. Mais quand je dis que c'est inexplicable ce qui s'est passé à la Fed, moi, j'ai appris ça à l'université, dans les cours d'économétrie. Et ça tient la route. Oui, ça fonctionne depuis 100 ans. Ça fonctionne dans toutes les économies développées du monde. C'est dans tous les modèles prévisionnistes de l'économie. La variable dominante, c'est les taux d'intérêt. Et on l'avance tout le temps de 2 ans pour pouvoir faire un forecast, pour pouvoir faire une prévision. Alors, ça, c'est la première chose à laquelle il faut penser. Alors, on ne sait même pas quand la récession va se terminer. On sait juste qu'elle est sur le point de débuter. Et ça, on le sait parce que la liste d'indicateurs qui nous le dit est longue comme le bras à ce point-ci. Alors, la prochaine crise pourrait provenir de Wall Street, car les pays occidentaux, pour pallier à la crise de 2008, ont emprunté car leur dette était peu élevée. La COVID et les hausses de taux récentes afin de ralentir l'inflation pourraient provoquer une grave récession économique, tellement sévère que les pays ne pourraient plus emprunter car ils sont au bord du maximum de leur capacité et Wall Street pourrait décoter les pays occidentaux. Si cela arrive, les taux d'intérêt des pays occidentaux pourraient monter au lieu de descendre à cause de Wall Street et à cause des agences de cotation, et les nombreuses faillites pourraient se poursuivre. Et donc, la situation économique pourrait être beaucoup plus pire que 2008. Et la crise financière que l'on a connue en 2008 pourrait se transformer en récession économique ou en dépression. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la. Pour consulter tous les extraits des reportages contenus dans cette vidéo, vous pouvez les voir sous cette vidéo.
vous pouvez venir sur mon site s'informerpourmieuxinvestir.com sous la rubrique Ressources utiles et vous allez cliquer ici sous Films, documentaires et séries télé. Et vous verrez ici l'entrevue que François Trahan a accordée à Stéphane Bureau. Le crash nous attend. Et si vous voulez voir la série sur le crash, l'épisode 1, 2, 3 et 4, ils sont ici sous la rubrique Ressources utiles. Donc à ce moment-là, c'est un rendez-vous. Et il y aura aussi d'autres vidéos ou documentaires qui se rajouteront au fil des semaines et des mois. Merci de votre attention et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Ça va être utile pour tout le monde. Merci, au revoir.